Bon, chers collègues, je propose que nous commencions cette audition. Bon, j'espère que le positionnement des chevalets vous va. Bon. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, après... je rappelle qu'hier, j'ai souhaité que se constitue un groupe de suivi pour contrôler l'action de l'État, comme c'est notre rôle dans l'accord avec Mittal. Et donc, à la réflexion, la composition de ce groupe pourra être de 2 socialistes et de 1 par groupe pour les 6 autres groupes. Voilà. Et donc, il me faut les noms. Non, c'est parce que j'aurais dit 2 UMP sinon aussi, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Je tardis, si vous voulez être responsable. Bon, non, mais je redis, il me faut les noms aujourd'hui. Comme l'UD n'est pas présente, je le redis. Donc, ce groupe sera composé de 2 socialistes et d'1 par groupe. Pour les autres groupes, ça fait 6. Et je serai le président de cette démarche. Donc, un certain nombre de groupes m'ont donné des noms déjà. Pour les socialistes, ce sera M. Liebgott qui va rejoindre notre commission, Mme Walter. Pour le groupe Rassemblement INP, ce sera Mme Gromersch. Pour les autres, j'attends. Voilà. Il est souhaitable que les noms soient communiqués rapidement, d'autant que je souhaite que ce groupe de suivi puisse s'intéresser à d'autres sujets. Je m'explique. L'État est partenaire d'un certain nombre d'entreprises dans ce pays, parce que actionnaire, soit majoritaire, soit minoritaire. Et il est aussi de notre rôle de regarder comment, finalement, partout où l'État est actionnaire, les groupes se comportent au regard du développement, de l'innovation, des investissements, de l'emploi, de la présence sur le territoire, de l'exportation. Et donc, en ouvrant ce chantier-là, vous comprenez bien que ce groupe de suivi va avoir du boulot pour toute la mandature. Alors, je le dis d'autant plus facilement que autant pour le reste, je n'ai pas demandé l'avis au gouvernement, parce que je considère que c'est notre boulot de contrôler son action. Autant le Premier ministre m'a suggéré que le Parlement s'intéresse aussi aux entreprises publiques dans lesquelles l'État est partenaire. C'est aussi un point d'entrée et de regard qui, à mon avis, mérite toute notre attention et notre vigilance. Donc ça veut dire que celles et ceux qui vont entrer dans ce groupe, ils rentrent dans une démarche qui va s'inscrire un peu dans la durée. Je le dis pour décourager personne, mais pour prévenir tout le monde. Voilà. Merci de me faire remonter les noms très rapidement. Alors, nous avons ce matin l'honneur d'accueillir Bernadette Malgorn, qu'on ne présente plus, puisque à la fois grand commis de l'État, préfet de région, mais aussi engagé politiquement, faut le dire. Vous êtes... Madame Malgorn, quelqu'un qui est sur tous les champs de l'investissement et de l'engagement public. Et là, on vous accueille ce matin au titre de vos responsabilités dans l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, l'ONZUS. Il y a toujours des mots un peu barbares dans ces domaines-là. Vous avez commis un 9e rapport. Et quand on lit ce rapport, et vous allez nous le présenter ce matin, on a le sentiment que tout va plus mal qu'au début de l'année marche, ou presque. En tout cas, dans des domaines qui sont le taux de pauvreté, qui sont le chômage, qui sont le développement de l'activité économique, qui sont celui de la santé, pour n'en évoquer que quelques-uns. Il semble qu'effectivement, la situation se soit aggravée dans les secteurs dont il est question, et qu'on constate un net accroissement des inégalités entre les territoires au détriment des zones urbaines sensibles. Je pense qu'il y a des nuances. Mon introduction est un peu peut-être caricaturale et lapidaire, mais c'est l'essentiel des conclusions auxquelles on pourrait s'attacher en lisant votre rapport. Et quant à la question des ressources, là, il semblerait par contre qu'il puisse y avoir une petite amélioration
des moyens mis à disposition de la péréquation qui est en route, chère à François Pipponi. Mais là aussi, je vous laisse le soin, puisque c'est vous notre invité, de nous dire un peu votre sentiment, sachant que votre champ d'investigation s'est élargi aussi à l'ANRU, dans cette période récente, à la demande du ministre. Et donc, je souhaiterais que vous puissiez, en introduction de cet échange questions-réponses, pendant une quinzaine de minutes maximum, nous dire un peu votre sentiment général et laisser plus de place aux questions, parce que si vous déflorez absolument toutes les réponses, il n'y a plus d'échange et c'est un peu triste. Donc on est là quand même pour avoir entre nous des échanges, c'est ce qui compte. Je vous laisse la parole, Madame Malgorn. Merci, Monsieur le Président. Donc je pense qu'il n'est peut-être pas indispensable que je rappelle ce qu'est l'ONZUS, même si son nom est barbare comme tous les sigles, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, peut-être quand même pour rappeler qu'il a été créé par la loi du 1er août 2003, dite loi Borloo, qui faisait suite, Monsieur le Président, à un précédent rapport de la Cour des comptes. Je crois que votre commission se fonde dans ses travaux sur le plus récent rapport de la Cour des comptes, celui de cette année. Et en fait, la loi de 2003 était un peu la leçon qui avait été tirée par le gouvernement et le Parlement de l'époque des constatations faites par la Cour des comptes. Et donc, un programme portant sur à la fois la cohésion sociale, la rénovation urbaine, même si le PNRU n'est venu que plus tard. Et ça a été l'innovation de la loi de 2003, la volonté de mettre en place une instance qui allait observer les résultats, ou en tout cas l'évolution de la situation des zones urbaines sensibles pendant la période où on appliquait ces plans. Les liens de causalité étant toujours difficiles à établir, mais disons une volonté de faire des observations en même temps que l'on mettait en place ces nouvelles politiques. Et donc, en annexe à la loi de 2003, il y avait une batterie d'indicateurs regroupés selon 7 grandes catégories de thématiques: l'emploi, la santé, le développement économique, la sécurité, etc. Et pour chacune des rubriques, des indicateurs dont notre observatoire était chargé d'observer l'évolution. Alors, ces indicateurs n'étaient pas toujours disponibles sur le marché, si je peux dire, de la production administrative ou de l'observation de la statistique publique. Et donc, les premières années de travail de l'Observatoire ont consisté essentiellement à faire élaborer par les différents ministères, les différents producteurs de statistiques, les données qui allaient correspondre à ces fameuses zones urbaines sensibles, résultant de la loi de 95, mise en place en 96, et dont le périmètre faisait toujours d'ailleurs l'objet d'un débat. Régulièrement, on se posait la question: est-ce que la géographie prioritaire est bien adaptée aux problèmes, à leur évolution, etc. Et dans la concertation qui a été lancée par le ministre François Lamy, de nouveau, le sujet de la géographie prioritaire est l'un de ceux qui est inscrit dans les priorités. Alors, chaque année, donc, nous produisons un rapport dont les sources sont relativement hétérogènes, puisque nous avons un certain nombre d'indicateurs qui sont en réalité structurels, pour lesquels nous ne pouvons guère nous fonder que soit sur les données du recensement, mais le recensement, même avec la méthode moderne, n'a pas lieu tous les ans partout, et soit sur des enquêtes spécifiques. Et il est vrai que, par exemple, nous avons eu un renouveau de nos capacités d'observation avec l'enquête Trajectoire et Origine, qui intègre la donnée immigration, qui avait été longtemps occultée dans l'observation des quartiers de la politique de la ville, qui est pleine d'enseignements et dont, année après année, nous observons certaines applications. Et puis, au-delà de ces données structurelles, que nous enrichirons nous-mêmes d'ailleurs prochainement, l'année prochaine, par l'exploitation d'un panel que nous avons constitué, qui a fait déjà l'objet d'une première photographie, qui est en train de faire l'objet d'une deuxième photographie, donc on pourra commencer à exploiter ce panel. Mais au-delà de ces données de structure, donc nous disposons des données conjoncturelles
qui là nous permettent, année après année, eh bien, d'observer l'évolution de certaines données, la délinquance, l'emploi. Il y a quand même un certain nombre de données, de statistiques, pour lesquelles on peut suivre les affaires pratiquement en temps réel. Alors, quelles sont les caractéristiques principales que nous pouvons relever cette année? Eh bien, tout d'abord, la première constatation qu'on pourrait faire, malheureusement comme les années précédentes, c'est que nos indicateurs ne bougent pas beaucoup. L'esprit de la loi Borloo était de faire en sorte que les écarts entre la zone urbaine sensible et l'agglomération à laquelle appartient cette zone se réduisent. Et ce que nous observons année après année, c'est que ces écarts soit ne se réduisent pas, soit parfois, dans certains cas même, s'aggravent. Mais chaque année, pratiquement, on pourrait dire que le taux de pauvreté dans les zones urbaines sensibles est 3 fois plus élevé que dans les agglomérations auxquelles appartiennent ces zones urbaines sensibles. Que le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles est à peu près, année après année, 2 fois plus important que ce qu'il est dans les agglomérations auxquelles appartiennent ces zones urbaines sensibles. Et finalement, au long des années de fonctionnement de notre observatoire, la 9e année, nous avons pu caractériser, trouver pratiquement un indicateur synthétique avec le revenu fiscal médian, qui est assez révélateur de la hiérarchie des difficultés des zones urbaines sensibles. Ce que l'on constate aussi, et c'est peut-être un bémol, Monsieur le Président, comme vous le souhaitiez, c'est qu'en réalité, cette population dont on a l'impression qu'elle s'ancre dans la pauvreté, ce sont les territoires. Ce sont les territoires qui restent ancrés dans la pauvreté. Mais les populations ne sont pas les mêmes. C'est là où il faut sans doute utiliser avec précaution de la notion de ghetto, parce que la notion de ghetto donne le sentiment, d'après l'étymologie, l'origine, disons plutôt, que les gens y sont enfermés et qu'ils n'ont en gros pas le droit d'en sortir. On a certains sociologues d'ailleurs qui utilisent l'expression assigné à résidence dans les zones urbaines sensibles. Et en réalité, quand on peut observer, et on l'a fait cette année, il y a un des chapitres du rapport de cette année qui en traite, comment ça se passe, la population qui est aujourd'hui qui réside aujourd'hui dans les zones urbaines sensibles, eh bien, il y en avait la moitié qui n'y était pas il y a 6 ans. Voilà. Donc, en 5 ans, la moitié de la population a changé. Mais si on a toujours la statistique qui ne bouge pas, c'est que les gens qui quittent les zones urbaines sensibles, eh bien, quittent les zones urbaines sensibles au moment pratiquement où ils atteignent des niveaux d'intégration, disons, de revenus, d'emploi supérieurs, pas forcément formidables, mais supérieurs à la moyenne de ceux qui y sont. Et en revanche, ceux qui arrivent dans des situations de plus grande précarité, de plus grande pauvreté que la moyenne des populations qui résident déjà dans la zone urbaine sensible. Donc, Monsieur le Président, c'est là un premier bémol des territoires qui concentrent des populations pauvres, des populations précaires, mais mobiles. On a fait un petit travail comparatif de la mobilité entrante dans ces zones urbaines sensibles, parce que là aussi, il y avait eu des propos un peu différents qui avaient pu être tenus, notamment par les organismes représentatifs des bailleurs sociaux, disant non, il y a moins de mobilité dans les zones urbaines sensibles que dans le reste. En réalité, c'est à un cheveu près. Quand on prend les résidents de HLM dans les zones urbaines sensibles, ils ont une mobilité légèrement moindre, 49 contre 51, qu'ailleurs. Quand on prend l'ensemble des résidents, ceux qui sont tant en HLM qu'en locatif, non HLM, locatif privé, qu'en propriétaire occupant, on a une mobilité légèrement supérieure. Donc, disons en gros, c'est à peu près pareil.
il y a une mobilité qui fait que la moitié des gens qui sont là aujourd'hui n'y étaient pas il y a 6 ans. Voilà, pour faire plus simple. Un autre bémol qu'il faut peut-être mettre aussi, c'est que dans la composition des populations et dans la manière dont les différentes difficultés qui concernent cette population s'appliquent à telle ou telle génération, à telle ou telle catégorie. Alors, on dit toujours, les jeunes dans les US, les jeunes dans les quartiers populaires, c'est eux qui sont les plus touchés, que c'est terrible, il y en a 1 sur 2 qui est au chômage. Alors là aussi, il faut faire attention. Lorsque l'on parle de taux de chômage des jeunes, et il est vrai qu'on a des taux de chômage des jeunes, toute population française d'environ 20%, hein, ça tourne autour de 20%, et des taux de chômage des jeunes dans les US qui tournent autour de 40%. Un taux de chômage, ça porte sur les jeunes actifs. Et donc, il est préférable, si on veut avoir une vision globale de la population, ce n'est pas pour atténuer le phénomène, c'est pour mieux l'appréhender dans sa réalité, il faut raisonner sur l'ensemble d'une génération. Et sur l'ensemble d'une génération, c'est 1 jeune sur 7 qui est au chômage, situation de façon peut-être un peu paradoxale qui est stabilisée en 2011 par rapport à en 2010. Mais, et c'est là un problème qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des jeunes qui ne sont... Bon, les autres, l'essentiel des autres, la différence entre 1 sur 7 et 1 sur 2,5, c'est qu'ils sont en formation. Hein. Bon, donc il y en a qui sont en formation, en études, il y en a qui sont actifs, une partie actifs occupés au travail, une autre partie demandeurs d'emploi, actifs demandeurs d'emploi, et puis une partie qui n'est nulle part. Et c'est peut-être de cette partie de la population qu'il faut le plus s'occuper. Et là, on voit d'ailleurs des nuances entre les garçons et les filles. Avec la crise, on a eu des phénomènes qui ont différencié l'approche du marché du travail par les hommes et par les femmes, notamment au niveau des jeunes, avec une tendance des garçons à rester sur le marché du travail, et donc avec un taux de chômage des jeunes actifs masculins qui a eu tendance à augmenter plus. Et en revanche, pour les filles, on a vu un retrait du marché du travail. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni en emploi, ni chômeurs, avec un phénomène qu'il faut bien observer, qui est en gros ce qu'on pourrait appeler du retour à la maison. Du retour, si on peut dire, puisque ça touche aussi des jeunes femmes qui sortent des études et dont les développements, alors là, ça n'est pas nouveau, c'est après année, on le montre, les résultats scolaires sont bien meilleurs que ceux des garçons. Donc on a là un paradoxe, des filles des zones urbaines sensibles qui sont plutôt... qui sont bien adaptées au système scolaire, qui réussissent bien aux examens, mais qui ensuite, professionnellement, ne le valorisent pas. Vous me direz, c'est comme les femmes hors US aussi. Bon. Mais en plus, dans les zones urbaines sensibles, et ça c'est un phénomène qui doit alerter, nous pensons, qui ont tendance à se retirer du marché du travail. Néanmoins, à retenir tant pour les garçons que pour les filles, ce phénomène de ni en emploi, hein, les ni en emploi, ni en formation, ni en demande d'emploi. Et ça interpelle, disons, les politiques publiques. Alors, en ce qui concerne les différentes politiques publiques que nous examinons, on peut, une fois n'est pas coutume, donner un petit coup de chapeau à l'Éducation nationale qui a poursuivi l'effort particulier dans... Une fois n'est pas coutume, je vous laisse la responsabilité de votre propos. Quand même, dans nos rapports. Dans nos rapports, pour vous dire que nous avons eu beaucoup de difficultés et c'est à la fois les indicateurs qui étaient utilisés par l'Éducation nationale pour mesurer sa performance, qui étaient la comparaison
entre le taux de réussite attendu en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents et le taux de réussite observé. Donc si on se contentait d'avoir un taux de réussite observé conforme au taux de réussite attendu, on n'aurait fait que de la reproduction sociale, ce qui était évidemment insuffisant. Donc maintenant, on a des indicateurs qui nous permettent de voir que l'on va au-delà et qu'il y a un effort particulier qui est fait non seulement en faveur des établissements localisés dans les zones urbaines sensibles, mais aussi, c'est nouveau dans notre rapport de cette année, en faveur des élèves dont la famille réside en zone urbaine sensible et qui peuvent fréquenter soit des établissements de zone urbaine sensible, soit des établissements extérieurs à la zone urbaine sensible. Donc là, on a une approche beaucoup plus fine et c'est nouveau cette année. Enfin, un point peut-être à mettre en exergue aussi cette année, c'est l'examen du phénomène des discriminations, avec une perception des discriminations qui est bien supérieure en zone urbaine sensible à ce qu'elle est en dehors des zones urbaines sensibles. Et le lien peut être fait avec la présence des populations d'origine immigrée dans les zones urbaines sensibles, puisque en ZUS, plus d'un résident sur deux de 18 à 50 ans est immigré ou descendant d'immigrés. Lorsque l'on fait des enquêtes qui sont des enquêtes de sensibilité, c'est-à-dire les personnes se déclarent ressentir une discrimination, on voit bien qu'une fois éliminées, puisqu'on a étudié aussi les discriminations dans l'emploi, une fois éliminés des facteurs, disons, structurels, comme le niveau de diplôme, l'âge, le sexe, la situation familiale, on voit qu'il reste un facteur dit non expliqué dans les discriminations, dans les différenciations d'accès à l'emploi, et que parmi les facteurs, pas exclusifs, mais parmi les facteurs, il y a sans doute un problème lié à l'origine, à la couleur de peau, disons, une discrimination spécifique, plus d'autres, évidemment, l'éloignement des bassins d'emploi, les transports, voilà à peu près que les points, disons, un petit peu nouveaux du rapport de cette année sur lesquels j'ai voulu mettre l'accent. Merci. Alors, je vais passer la parole au groupe. Je suis très favorable à une formule qui pourrait être le rapprochement UMP. C'est mieux quand on est plus proche de nos interlocuteurs que complètement au fond, parce que voilà, toutes ces tables vides, c'est pas très agréable pour les gens qui sont là. Je parle de rapprochement géographique, bien évidemment. Ne voyez là aucune perfidie dans mon expression. Non, mais je fais aucune remarque d'une autre nature, Monsieur Fasquelle. Je dis simplement. Alors, moi, je voudrais faire un rappel au règlement parce que c'est pas la première fois. S'il vous plaît, je le dis pour les gens qui sont ici. Il n'y a pas de place. Il y a des places pour les groupes dans l'hémicycle, il n'y a pas de place pour les groupes dans les commissions. Alors la tradition veut qu'on se répartisse de cette façon. Pour l'instant, je suis désolé, il n'y a pas de place attribuée dans les salles de commission à la différence de l'hémicycle. C'est pas vrai. Premièrement, je m'inscris en faux par rapport à votre déclaration. À la commission des finances. Donnez-moi le règlement. Mais là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le règlement. Ma remarque ne porte pas là-dessus. Je dis simplement que c'est mieux d'avoir des collègues devant. Par rapport aux interlocuteurs, c'est pas autre chose, ma remarque. Si vous le prenez sur ce ton-là, c'est pas le ton approprié, c'était pas le sens de mon intervention. Je dis juste que voilà, parler devant une table vide, c'est moins agréable que parler devant des gens, c'est tout. Pas. Oui, mais ça n'empêche que je le dis. Alors, vous pouvez vous rapprocher. Non, mais je le dis, c'est parce qu'on a des invités que c'est mieux comme ça. Juste une question, abusant de ma présidence, Madame Algorn. Sur le plan culturel, il y a un sentiment d'appartenance à ces quartiers qui peut donner aussi parfois l'idée qu'il y a une dimension village affective de l'attachement à ces territoires, même si pour autant ces territoires sont parmi les plus pauvres. Et on voit bien dans la culture musicale, dans toute une série d'expressions, que cette dimension-là existe. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas du tout ? Pas sous cet angle-là. Comme vous l'avez dit, nous sommes aussi en train de travailler à une autre mission
qui est que l'évaluation du PNRU, du Programme national de rénovation urbaine. Et dans ce cadre-là, nous avons certaines données que nous pouvons étudier sur les relogements. Et en étudiant certains types de relogements qui ont été effectués ici ou là, en voyant les difficultés de faire bouger les gens, disons, à l'occasion des opérations PNRU, on peut ressentir ce que vous dites, c'est-à-dire un attachement au quartier d'origine, à la cité, qui est considéré un petit peu comme le village. Maintenant, quand on se réfère à d'autres enquêtes, aux enquêtes sur le cadre de vie, par exemple, on voit quand même qu'il y a une différence assez grande entre les habitants des zones urbaines sensibles et que les autres, si vous voulez. Par exemple, quand on pose la question « Votre quartier est-il concerné par les problèmes suivants ?» Mauvaise image du quartier, délinquance, environnement dégradé, le bruit, etc. Les habitants des zones urbaines sensibles mettent en numéro 1 la mauvaise image du quartier, la délinquance, l'environnement dégradé, là où les habitants en dehors des us mettent en premier la circulation, la pollution. Voilà, bon, on voit quand même si pour certains il y a un attachement sentimental au quartier où certains ont vécu depuis l'origine pratiquement, pour beaucoup il y a quand même un sentiment de mauvaise image du quartier avec l'environnement dégradé, etc. Merci. Allez, je passe la parole au groupe. Daniel Fasquelle pour l'UMP. Oui, moi je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on a besoin d'être attentif aux quartiers dans nos villes qui sont en difficulté. Je rappellerai aussi qu'il y a aussi des zones rurales qui sont aussi en difficulté et auxquelles il faudrait également prêter attention, peut-être prêter plus attention qu'on l'a fait jusqu'à présent dans une France qui est de plus en plus urbaine et de moins en moins rurale. Mais en ce qui concerne nos villes et les quartiers et les zones urbaines sensibles, bon, il y a la question de l'emploi qui est un sujet majeur, et vous l'avez dit, là l'école a un rôle à jouer sans aucun doute. Alors Vincent Peillon a annoncé des mesures s'agissant du rythme scolaire. On voit les difficultés qu'on va avoir sur le terrain à mettre en place ces nouvelles mesures et le manque de moyens que nous avons alors dans les territoires ruraux, mais également dans les quartiers en difficulté pour pouvoir prendre en charge les enfants tels qu'ils le souhaitent, sans moyens supplémentaires de la part de l'État. Donc moi, je m'interroge sur la capacité que vont avoir demain les communes à pouvoir mettre en place ce que souhaite Vincent Peillon sans aide et sans moyens supplémentaires donnés par l'État. Et là, il y a un vrai sujet parce qu'on ne peut pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes et on ne peut pas non plus laisser les parents sans solution. Donc, je voulais vous interroger sur ce point qui me semble un point majeur. En ce qui concerne aussi les quartiers sensibles, il y a la question de l'emploi, des activités commerciales en particulier. Et là, il y a une diminution des crédits du FISAC et donc une diminution des crédits de l'EPARECA, alors que l'EPARECA, ça marche. Bernard Gérard s'est beaucoup impliqué chez nous dans ce dossier quand il était à la tête de l'EPARECA. Alors, partagez-vous cette inquiétude en ce qui concerne la diminution des crédits, des moyens alloués au maintien ou au développement des commerces dans les quartiers sensibles? Un mot peut-être aussi du CV anonyme, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Est-ce que vous vous y intéressez? Je pense que ça peut être une solution pour certains jeunes de ces quartiers qui, parce qu'ils viennent de tel quartier, parce qu'ils ont telle origine, ont des difficultés à trouver un emploi. Alors, il y a du pour et du contre. Je voulais savoir votre point de vue en ce qui concerne le CV anonyme. Et puis après, bon, il y a évidemment la question de l'habitat qui est souvent dégradé. Est-ce que vous pouvez nous faire un point également sur ce sujet? Et puis en ce qui concerne aussi la question de l'insécurité et puis aussi du communautarisme qui monte en puissance dans notre pays. Alors vous l'avez dit à mots couverts, mais est-ce qu'il n'y a pas là un vrai sujet et quelles mesures pouvons-nous prendre tous ensemble pour lutter contre ce communautarisme? Merci. Monsieur Pupponi pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, merci. Vous connaissez ma position. Je crois que l'Observatoire a un réel intérêt. Il est indispensable parce que c'est un grand mal français
qui n'est pas propre à la politique de la ville, mais qui est en tout cas très contraignant pour la politique de la ville, c'est qu'on met en place des politiques depuis des années sans objectif et sans analyse des résultats de ces politiques. Pour avoir fait quelques déplacements dans d'autres pays européens, ils ont une autre vision des choses, c'est-à-dire qu'ils constatent des problèmes, ils mettent en œuvre des politiques avec des objectifs, et ils essayent d'évaluer si les politiques mises en œuvre ont des efficacités vis-à-vis de ces objectifs. Bon. Ce que nous ne savons pas faire. L'intérêt de l'Observatoire, c'est justement de permettre cela et d'essayer d'en savoir un peu plus. La grande insatisfaction, mais ce n'est pas l'Observatoire qui en est responsable, c'est que constater une situation à un moment T a un intérêt. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des situations plus difficiles dans ces quartiers. On le fait avec de la rigueur, mais ça ne fait que constater. Bon. Or, ce qui serait intéressant, et on sait comment, et pour que la question que je vais vous poser, c'est comment vous pourriez nous proposer de faire évoluer l'Observatoire national. Ce qui est intéressant, c'est de voir si, en prenant des cohortes, la situation des populations s'améliore au fur et à mesure des années. Si ceux qui partent sont dans une meilleure situation que lorsqu'ils y étaient rentrés. Bref, que ceux qui sont à l'école ont peut-être des moins bons résultats, mais ont-ils vu leurs résultats s'améliorer au fil des ans, enfin, pour voir si les politiques que nous mettons en œuvre sont efficaces sur une cohorte. Parce que prendre une situation à un moment donné, comme vous le disiez, dans ces us, la moitié de la population a changé, et donc une partie de la population n'a pas bénéficié des aides, puisqu'elle n'était pas là lorsque les aides ont été mises en œuvre. Bon. Donc on voit bien comment il y a une insatisfaction de la prise en compte d'une situation sociale particulière, et comment il faudrait faire évoluer l'Observatoire. Étant entendu que, mais je connais sûrement un peu votre réponse, c'est qu'on s'aperçoit aussi que les administrations ne sont pas en capacité de donner des éléments, et que nous n'avons pas, selon les administrations, les mêmes zones, les mêmes chiffres et les mêmes données statistiques. Et d'ailleurs, deuxième question que je voulais vous poser, dans le cadre de la réforme de la géographie prioritaire proposée par le ministre Lamy, avez-vous imaginé et êtes-vous concerné par le fait qu'il faudrait également changer les statistiques proposées par l'Observatoire? Parce que si on change les zones, il serait bon que l'ensemble des administrations essayent d'élaborer des outils statistiques qui concernent les nouvelles zones que l'on va mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, la police a ses statistiques, l'éducation nationale a ses statistiques, le ministère de l'Emploi a ses statistiques, et ce n'est pas sur les mêmes zones. Donc c'est extrêmément compliqué d'essayer de coordonner tout cela. Donc, comment l'Observatoire pourrait évoluer? 2, est-ce que vous allez vous adapter à l'évolution, j'ai la révolution, mais c'est presque un lapsus révélateur des zones prioritaires? Et troisièmement, est-il impensable d'avoir à l'avenir des observatoires régionaux, voire locaux? Parce que là, on a une cartographie nationale, on voit bien comment dans les us la situation est difficile, mais la situation est différente selon les us, selon les territoires, selon les régions. Et donc il serait bon, y compris, moi je le dis en tant que maire d'une commune, on n'a pas les éléments ville par ville, sauf si la ville est en capacité de mettre en place cet observatoire. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une interaction peut-être plus forte entre les collectivités locales et l'Observatoire national, même si je sais que la difficulté, ça nécessiterait des moyens humains beaucoup plus importants, parce que, enfin, voilà, donc 3 questions très précises. 1, comment l'Observatoire pourrait évoluer pour suivre plus efficacement des cohortes plutôt qu'une situation inventée? 2, comment vous situez-vous dans la réforme de la géographie prioritaire pour faire évoluer l'Observatoire? Et troisièmement, dans quelle mesure on peut espérer des observatoires locaux? Merci. Michel Piron pour le groupe Rassemblement UMP. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs questions, mais peut-être juste 2 petites observations préalables. Je ne pense pas qu'on ait manqué, mais je crois qu'on sera d'accord avec M. Pouponi, je ne pense pas qu'on ait manqué d'objectifs. Il n'y a pas eu d'absence d'objectifs. Il y avait des objectifs dans les politiques qui ont été instaurés, y compris en 2003. C'est plutôt à cette époque, effectivement, l'absence d'évaluation, si vous voulez, qui était en question, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Puis ma deuxième petite observation préliminaire, c'est que M. Pouponi est très attaché à la péréquation horizontale, effectivement, mais il n'est pas le seul. Nous sommes nombreux à être attachés à la péréquation horizontale, et je crois pouvoir également témoigner. Nous avons eu ces débats ensemble, et c'est une question assez transversale, d'ailleurs. Hein, les égoïsmes n'étant ni de droite ni de gauche, et peut-être un certain sens de la solidarité pouvant être partagé différemment sur tous les bancs. Bien. Alors, cette observation préalable étant posée, on a évoqué la question des indicateurs. Je souhaiterais, Madame Malgorn, en savoir un tout petit peu plus sur l'évolution. Sur les évolutions, non pas seulement des indications, vous l'avez souligné, mais sur l'évolution des indicateurs. Le choix des indicateurs, en effet,
est soumis, au fil d'ailleurs de l'expérience, hein, est soumis à un certain nombre d'interrogations, et l'évolution même de ces indicateurs commande forcément l'évolution des indications. Donc je souhaiterais que vous nous éclairiez un peu sur, au fond, au vu de l'expérience passée, c'est l'évolution possible de ces indicateurs. Dans ce domaine également, c'est un peu lié, je souhaiterais en savoir un peu plus sur le degré de précision de vos indications. On a, c'est normal d'ailleurs, hein, vous faites ici un exercice de synthèse obligé, mais on a des observations qui sont quand même macro, permettez-moi de le dire, macro plutôt que micro. Jusqu'à quel degré de précision descendez-vous, par exemple, dans l'observation? Je pourrais illustrer ça d'un ou deux exemples. Si je prends l'école, la question de la maternelle, par exemple, dans les zones urbaines sensibles, et la question de l'école primaire est tout à fait essentielle, hein. Je suis très attaché, n'est-ce pas, à la revendication de Péguy, 80% de l'égalité des chances se joue là, hein. Eh bien, est-ce qu'on a une différenciation assez précise, encore une fois, entre cela et puis le collège, où on entre déjà dans dans d'autres types d'évaluation? S'agissant des territoires, vous avez à juste titre souligné que s'il y avait des territoires entre guillemets un peu figés, les populations pouvaient être mobiles, y compris dans ces territoires apparemment figés par l'observation. Pour autant, est-ce que vous avez une géographie suffisamment différenciée de vos observations? Quels moyens avez-vous pour observer cette géographie différenciée sur le plan national? Et j'illustrerai ça d'un simple exemple. Quand on évoque la question du logement et le DALO, le droit au logement, qu'est-ce qu'on constate? 60%, approximativement 60% du problème est en Île-de-France. 40% pour le reste de l'Hexagone. Autant dire, et avec des réponses évidemment tout à fait différentes, puisque dans le reste de l'Hexagone, on traite les flux, mais le stock est réglé par le contingent préfectoral, alors qu'on n'y arrive pas en Île-de-France. Eh bien, donc ça m'amène, à partir de cette illustration, à vous demander quelle cartographie arrivez-vous, ou quels sont les moyens d'une cartographie plus différenciée, si vous voulez, que vous pourriez avoir concernant vos observations. Différenciation donc géographique, différenciation démographique, voire sociologique. Vous avez évoqué la question garçon-fille à travers un exemple tout à fait intéressant sur le rapport aux études et à l'emploi. Mais la question est un peu celle aussi de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est la nature des emplois qui commande ensuite la moindre insertion des filles dans le travail, ou est-ce que c'est la nature des études, ce qui ne semble pas être le cas, qui leur pose problème? Donc là aussi, je rejoindrai un peu la question de M. Pupponi pour terminer. Beaucoup de questions naissent de vos observations, et je vous en remercie encore, et c'est vraiment extrêmement utile. Mais au-delà du diagnostic, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être que dans le cadre d'évolutions à venir, eh bien, votre observatoire, à l'image de la Cour des comptes, fasse également des propositions? Et là, dans ce domaine, on le voit bien, on a des questions qui se posent lourdement en termes de gouvernance. Du point de vue central, c'est la question interministérielle, puisque beaucoup de ministères sont concernés, vous le savez, et la question c'est qui éventuellement arbitre ou qui fait la synthèse au niveau central. Comme la même question se pose au niveau territorial, qui fait la synthèse? Mais là, monsieur Lamy, me semble-t-il, a apporté un début de réponse fort intéressant avec l'intercommunalité, si vous voulez, plutôt que le périmètre strictement communal. Merci. Merci, monsieur Piron. Brigitte Allain, pour les écologistes. Oui, merci, monsieur le président. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame Malgorn, pour cet exposé succinct par rapport à ce rapport qui est fort utile, mais qui, à mon sens, pose vraiment le problème du zonage. Et y compris dans l'exposé que vous avez pu faire tout à l'heure, lorsqu'on évoque ces territoires, vous avez dit c'est plus des territoires pauvres que des populations pauvres, puisqu'en fait les populations bougent. Et vous avez utilisé le mot d'intégration. Alors moi je me pose la question, est-ce que quand on est pauvre on n'est pas intégré? Et ce qui expliquerait d'ailleurs que quand on est dans un quartier ciblé, zoné comme étant le quartier pauvre, il ne tarde qu'une chose, c'est d'en sortir. Après, dans le document, on peut aussi voir que, par exemple, y a des choses assez significatives dans ces zones-là. Les atteintes à la délinquance, a priori, d'après les chiffres, ne seraient pas
délinquance, atteinte aux personnes ne serait pas supérieure à d'autres endroits. Néanmoins, le sentiment d'insécurité, lui, est supérieur. Il est certainement lié aussi à cette insécurité sociale, puisque dans ces quartiers ou dans ces zones, effectivement, on est effectivement en situation d'insécurité sociale. Le fait d'évoquer le fait qu'il y ait un résident sur deux qui soit immigré montre bien effectivement qu'il y a des zones d'appel, quartiers pauvres pour les immigrés. Et le plus grave, je pense, est dans le fait que 28% sont des descendants d'immigrés. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de descendants d'immigrés que d'immigrés de première génération. Donc ça pose question par rapport à l'intégration justement des immigrés et de leurs descendants. Donc là, d'où, à mon avis, l'explication de ce sentiment de discrimination qu'on retrouve pratiquement à tous les niveaux. Donc moi, ça pose cette question de dézonage qui aura l'intérêt, effectivement, de ne plus stigmatiser les zones sensibles. En face, on aura quand même la question de cette nécessité d'évaluation de nos politiques qui, par le dézonage, sera un peu plus difficile à cibler. Alors, par contre, les contrats de territoire proposés hier soir par M. Lamy, peut-être emmènent une autre conception, y compris de l'évaluation, parce qu'on est dans un contrat qui est d'action concrète, dynamisant, et qui va notamment servir à relever l'image plutôt qu'un zonage. Alors, les actions concrètes, a priori, elles doivent passer par l'animation, culture, sport, mais aussi par des services à la petite enfance, les personnes âgées. Et selon moi, les contrats de territoire permettront peut-être de faire le lien sur des politiques de la ville et politiques rurales. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes objectifs à tracer pour des contrats de territoire. Ça va supposer des conditions, effectivement, de délimitation de territoire, d'objectifs à atteindre, d'évaluation objective et peut-être de poser la question aux habitants sur leur évaluation par rapport à leur lieu de vie. Je renouvelle mon interpellation par rapport au zonage, notamment, par exemple, les contrats d'avenir que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons votés et qui sont en train de se mettre en place partout, relèvent d'une question de zonage. Et on se rend compte que très vite, nous allons avoir des problèmes à cause de ces zonages. Je vous remercie. Merci. Franck Régnier pour l'UDI. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voulais tout d'abord saluer la qualité de votre travail et vous remercier pour la présentation qui vient d'être réalisée. Redire, et ça ne surprendra personne, la volonté, l'engagement du groupe UDI sur ces dossiers. Vous avez rappelé en 2003 la loi Borloo qui a lancé le programme national de rénovation urbaine, qui a permis la création de l'ANRU, et puis qui, dans le cadre du plan de cohésion sociale aussi, a permis de rappeler des axes prioritaires que sont l'emploi, le logement, l'égalité des chances, la santé ou l'éducation. Donc nous sommes bien naturellement intéressés par tous ces sujets, engagés sur tous ces sujets, mais vigilants par rapport à ce qui est décidé et ce qui est réalisé. Les problématiques sont très particulières et vous les avez rappelées, que ce soit la forte précarité qui existe dans ces zones urbaines sensibles, que ce soit aussi des problématiques de chômage, et particulièrement chômage auprès des jeunes ou chômage auprès des femmes. Vous avez également souligné le fait que le choix qui est fait par certaines de ne plus être dans un dispositif d'emploi est aussi quelque chose qui doit alerter notre attention et qui doit nous amener à réfléchir. Sur le volet de la formation aussi, faire le constat que la formation est soit inadaptée, soit défaillante dans un grand nombre de cas et qu'il faut prendre en compte aussi ce constat. Quelques
question. Je souhaiterais avoir votre avis sur la pertinence des outils d'évaluation qui sont mis en œuvre dans la performance des politiques publiques, dans les US, mais surtout que vous puissiez nous donner votre sentiment, si vous le pouvez, sur les remises en cause qui seraient nécessaires et sur ce que j'appellerais du syndrome du millefeuille qui existe aussi dans nos politiques publiques, où quand on évalue, remettre en cause et changer les choses est quelquefois un petit peu différent et difficile. Alors je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Vous posez également une autre question. Lorsqu'il s'agit des zones urbaines sensibles, pouvez-vous nous préciser où se focalisent les zones les plus en difficulté? Est-ce qu'il y a des parties de territoire qui se démarquent et sur lesquelles il faudrait avoir des actions particulières? Et si actions particulières il doit y avoir, pouvez-vous nous donner votre analyse, votre éclairage, ce qui serait très intéressant pour nous? Un volet, celui-là où je n'attends pas de réponse bien sûr de votre part, mais c'est un commentaire plus politique. Quand on affiche une volonté politique, il faut aussi associer les moyens. Et ça, c'est important. Je crains que le compte n'y soit pas aujourd'hui. Et quand on regarde les annonces faites sur le thème de l'éducation, sur le thème, ça a été rappelé par certains de mes collègues, de l'accompagnement, comme par exemple du FISAC, ou sur le logement, où la baisse des mises en chantier sur les 3 derniers mois est significative, je pense qu'il faut que nous puissions, là aussi, alerter et indiquer que le sens qui est pris par le gouvernement ne nous semble pas être le bon. Mais pour conclure sur un point qui est plus positif, j'ai écouté avec beaucoup d'attention lorsque vous avez évoqué la mobilité qui existe dans les US, et lorsqu'on peut avoir une vision peut-être quantitative, on peut se dire que les zones urbaines sensibles accueillent toujours le même nombre de personnes, mais les populations évoluent. Alors ça me rend positif parce que je crois que les actions que nous menons depuis maintenant de nombreuses années fonctionnent, que l'ascenseur social est en route. C'est très souvent, on parle de ce qui ne fonctionne pas, mais je crois qu'il y a de nombreuses populations qui sont dans des situations de précarité, qui sortent de ces précarités, sortent de ces territoires. Et je crois que la vision d'exemplarité, d'exemple républicain, doit aussi être mise en œuvre. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet également. Alors, dernière intervention pour les groupes. Janine Dubié pour les radicaux de RDP. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la grande concertation nationale menée par le ministre délégué à la Ville, François Lamy, pour une refonte de la politique de la ville avec les 3 objectifs identifiés, la réforme de la géographie prioritaire, une contractualisation unique et l'élaboration de projets de territoire, je tiens à remercier notre président François Brottes d'avoir pris l'initiative de consacrer du temps de notre commission à la politique de la ville sous l'angle qui nous concerne ici, celui du développement économique de nos quartiers sensibles. Notre commission est certes compétente sur l'urbanisme, mais il me semble que mettre en lumière sur les inégalités qui se creusent inexorablement dans nos quartiers, essayer de réfléchir ensemble sur les moyens d'y remédier par le prisme spécifique de notre commission, nous donnera des éléments pour enrichir le travail législatif qui nous attend. Je tiens évidemment à vous remercier, Madame Bernadette Malgorne, pour votre exposé. Il me semble que votre travail est celui de l'ONSUS, et non seulement détaillé et précis, mais surtout socialement très utile pour poser le bon diagnostic sur nos us avant de proposer quelques thérapies. Sans vouloir faire de hiérarchie entre les difficultés prégnantes dans ces quartiers, j'ai été particulièrement touchée par 2 thèmes qui sont développés dans ce rapport, l'éducation et les discriminations. En ce qui concerne l'éducation, 57% des élèves de première sont dans des voies professionnelles, et donc on constate une orientation plus fréquente vers la voie professionnelle pour les élèves résidant en ZUS, quel que soit le sexe et la catégorie socio-professionnelle. Ce chiffre doit nous interpeller parce qu'il apparaît en fait comme une fatalité à combattre, et ces statistiques montrent qu'il faut agir à la racine dès le collège pour enrayer et favoriser la mixité scolaire. L'autre chiffre, 25% des habitants disent avoir subi des discriminations, près d'un habitant sur 4
Une personne sur 6 estime que des facteurs comme la couleur de peau, les origines ou la nationalité en sont responsables. Et ces discriminations ont donc un impact important sur le chômage des habitants, puisque seul un tiers de l'écart entre le taux d'activité des US et celui des autres territoires s'explique par des critères objectifs comme l'âge, le niveau d'études, etc. Je ne reviendrai donc pas sur toutes les informations importantes qui ont été développées et qui confirment l'accroissement des inégalités et le fait que la crise les a aggravées, si ce n'est pour constater à nouveau, et c'est démontré par un travail sérieux et objectif, que la crise ne touche définitivement pas tous les Français de la même manière. Alors, j'aurai tout de même 2-3 questions. La première, quel regard portez-vous sur le resserrement prévu des US qui devrait passer de 751 à une centaine, alors que précisément à la lecture de votre rapport, on y constate une précarisation grandissante. En ce qui concerne l'emploi dans les quartiers défavorisés et domaines très préoccupants, puisque le chômage s'y est accentué 3 fois plus vite que dans le reste du pays, pensez-vous opportune une des recommandations du dernier rapport de la Cour des comptes qui serait de cibler les publics des US dans le parcours d'accompagnement de Pôle emploi destiné aux demandeurs rencontrant des difficultés de reclassement? Et enfin, pouvez-vous nous préciser le bilan de l'impact des zones franches urbaines qui, justement, devaient faciliter la création d'emplois en permettant aux entreprises installées de bénéficier d'exonérations de charges sociales et fiscales? Je vous remercie. Merci. Madame Malgorn, si vous craignez, en arrivant ici, de manquer de questions, je pense que là, vous êtes comblé, sachant qu'il y a encore une douzaine de collègues qui souhaitent vous interroger. Donc, si je vous demande d'être synthétique dans vos réponses, c'est pour permettre à chacun de s'exprimer d'ici la fin de cette audition. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je vais prendre dans l'ordre des intervenants. Donc, Monsieur Daniel Fesquel, évidemment, il n'y a pas que les zones urbaines sensibles qui sont touchées par les phénomènes de précarité, voire d'exclusion par rapport à l'accès à certains services publics, par rapport à l'accès à l'emploi, par rapport à l'accès à une certaine aisance et qualité de la vie. En quoi l'ONSUS est concerné? Peut-être quand même un petit peu, Monsieur le Président, puisqu'il se trouve qu'une mission a été lancée par la ministre chargée de l'égalité des territoires en vue de la création éventuelle, enfin c'est une réflexion, pour la création éventuelle d'un commissariat général à l'égalité des territoires qui regrouperait peut-être un certain nombre d'organismes comme le SGCIV, le secrétaire général pour le comité interministériel des villes, la DATA, redevenue DATA avant son cinquantenaire, et voilà. Donc j'ai été auditionné à ce titre par la mission Thierry Val, qui est chargée par Mme Duflot de réfléchir là-dessus. Et mon sentiment, si vous voulez, à ce stade, c'est que lorsque l'on fait des fusions d'organismes, et dans ma vie administrative, j'ai été confronté à plusieurs reprises à des fusions d'organismes, d'administration, il faut quand même faire attention au fait que si on a des organismes qui ont des objets, des missions, des cultures qui peuvent être proches, mais qui restent différentes, il faut veiller à ce que le moment soit propice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture qui va absorber l'autre ou une qui va disparaître au profit de l'autre. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la politique de la ville n'est pas encore suffisamment rentrée dans le droit commun de politique territoriale pour qu'on puisse en faire un simple élément d'une politique globale d'égalité des territoires. Mais c'est un sentiment, je ne pourrais pas vous le prouver par les observations de l'ONSUS. En ce qui concerne les moyens, par exemple, par rapport à une politique scolaire à mettre en place dans les zones urbaines sensibles en particulier, ça pose en fait toute la question qui avait déjà été posée par le biais des CUCS expérimentaux et qui va l'être encore plus, notamment par ces conventions d'objectifs que M. François Lamy est invité à conclure avec les différents ministères. Comment mobilise-t-on le droit commun de l'État
mais aussi le droit commun des collectivités compétentes, chacune en son domaine de compétence. Et effectivement, c'est un sujet qu'on ne peut pas éluder. Si on décide de répartir autrement le temps de l'enfant entre un temps scolaire, responsabilité de l'État en lien avec les communes, les départements, les régions, selon le niveau scolaire auquel on se situe, on renvoie évidemment vers les collectivités locales. Alors on peut très bien, et ça apparaît souvent dans nos travaux, se dire qu'il y aurait un besoin sans doute d'une prise en charge, par exemple, d'une scolarité précoce en maternelle par rapport à des populations défavorisées, là où c'est peut-être un petit peu plus indifférent lorsque l'on est dans une zone plus favorisée. Est-ce que ce sujet-là, l'aménagement du temps de l'enfant, l'application des nouveaux rythmes scolaires, ne pourrait pas être un sujet spécifique pour les zones urbaines sensibles? C'est sans doute un bon sujet. Et à ce moment-là, effectivement, en termes de politique de la ville, la combinaison du droit commun et des moyens spécifiques, ça peut être un bon point d'application pour la discussion des nouvelles conventions. Enfin, sans qu'on ait étudié, et pour cause spécifiquement ce sujet-là, disons que la scolarisation précoce des enfants des populations défavorisées est sûrement un sujet prioritaire. En ce qui concerne les activités commerciales, nous avons, et que nous avons été auditionnés par la mission sur les zones franches urbaines, donc nous avons pu donner un petit peu notre sentiment sur l'effet des différentes mesures. Il y a effectivement un besoin, disons, de renforcer l'attractivité, et les premières générations des zones franches urbaines ont prouvé qu'elles avaient un impact net, positif, qui s'est un peu estompé ensuite dans le temps. Mais il y a aussi un besoin d'accompagnement. Alors ça peut être de l'ingénierie administrative, financière et technique, et l'EPARECA répond à ce besoin-là. Ça peut être aussi un besoin d'accompagnement plus local, parce qu'on a vu que dans certains endroits, les zones franches urbaines avaient eu peu d'effet, et qu'en revanche, à d'autres endroits, ça avait été de véritables leviers de redynamisation économique. Et là, l'animation locale a été pour beaucoup, il y a d'énormes différences d'une zone à l'autre entre les résultats qui ont pu être obtenus. En ce qui concerne le CV anonyme, nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur ce sujet, mais nous savons que c'est un sujet important, et nous avons une étude qui est inscrite à notre programme de travail sur justement le CV anonyme, le testing par l'envoi de CV, et ça nous permettra de nous faire une idée sur l'impact de ce CV anonyme, mais pour l'instant, nous n'en avons pas. Nous avons noté que ce problème était important et nous le traiterons cette année. La question de l'habitat dégradé, effectivement, les zones urbaines sensibles sont essentiellement, et elles ont été définies comme ça, de grands ensembles de logements sociaux, mais il y a aussi des copropriétés dégradées, et il y a aussi de l'habitat privé insalubre, ou en tout cas indigne. Et effectivement, on ne pourra pas avoir une réhabilitation des quartiers qui sont actuellement zones urbaines sensibles s'il n'y a pas une action non seulement sur le secteur locatif social, mais aussi sur le reste. Et c'était d'ailleurs l'une des idées qui avait été à la base du programme national de rénovation urbaine, agir certes sur le logement social, mais aussi sur le reste, et créer de la mixité urbaine de telle sorte qu'on retrouve différentes catégories de logements. Sur l'insécurité, oui, et plusieurs intervenants l'ont souligné, les statistiques de la délinquance ne nous montrent pas une délinquance véritablement plus forte dans les zones urbaines sensibles qu'ailleurs. Mais il faut savoir que tout d'abord, ces statistiques administratives, c'est l'enregistrement des plaintes. Donc encore faut-il que les gens se manifestent. Ensuite, s'agissant des atteintes aux biens, le délit lucratif, il se manifeste là où il y a des biens. Donc, effectivement, certains types
de délits ont plutôt lieu voilà, aux endroits où il y a des commerces, où il y a, voilà, hein. Et vous l'avez dit vous-même, cette observation de niveau de délinquance plutôt maîtrisé dans les zones urbaines sensibles est contrebalancée par le sentiment d'insécurité qui n'est pas simplement un ressenti, mais qui est aussi, les questions portent aussi, avez-vous été victime? Et dans le avez-vous été victime, question posée aux gens, on voit qu'il y a un petit plus, si on peut dire, dans les zones urbaines sensibles. Ce n'est pas simplement un sentiment d'insécurité, c'est que la constatation qu'il y a eu plus de victimes dans ces zones-là. Voilà. Alors, Monsieur Pupponi, oui, en même temps que l'on met en place les politiques, il faut que les objectifs soient bien déterminés et que les indicateurs correspondent à ces objectifs. Alors, nous avons dans le rapport de cette année, je pense que vous y aurez été sensible, fait un chapitre particulier, retour sur les indicateurs de la loi de 2003, et avec abnégation, nous avons essayé de voir par rapport à la mission qui nous était impartie. On nous avait demandé de suivre telle ou telle batterie d'indicateurs. Lesquels avons-nous suivis? Lesquels n'avons-nous pas suivis? La loi disait d'ailleurs qu'il devait y avoir un rapport tous les ans à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce rapport-là. Hein. Oui. Ah, pardon. Voilà, donc un certain nombre de ces indicateurs, nous n'avons pas pu les suivre, soit parce que bien c'était par exemple des données censitaires. Enfin bon, on a le recensement une fois. Bon, donc une fois qu'on a donné la valeur du recensement, il faut attendre le recensement suivant pour pouvoir la donner. D'autres parce que ça correspondait à une absence d'observation administrative. Alors d'où effectivement, Monsieur le Président, en termes de suggestions, avec la mise en place des nouvelles politiques, avec la mise en place des nouveaux zonages, effectivement, et dans le conventionnement avec les ministères qui est en cours, en même temps que l'on va demander la mobilisation de tel ou tel outil de politique publique, faire en sorte que les systèmes d'information permettent de suivre ces données-là. Parce que nous ne pouvons pas les inventer. Une bonne partie du travail de l'Observatoire a consisté à mobiliser les administrations, les différents ministères, les collectivités, pour qu'elles nous produisent selon les zones que nous devons suivre. Je vais demander d'être un peu plus lapidaire peut-être dans vos réponses, s'il vous plaît, parce que voilà. Là, vous avez répondu à un intervenant et demi et ça a pris 10 minutes, donc je suis très inquiet pour la suite de notre réunion. Alors, sur la réforme... Parce qu'elle est comblée, une fois n'est pas coutume, mais bon. Sur la réforme de la géographie prioritaire, et plusieurs ont posé cette question, puisque M. Piron également, Mme Alain et Mme Dubié aussi. Qu'est-ce que nous avons déjà dit, nous, à Lonzus? Qu'on avait en gros trois grandes catégories de zones. L'outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, mais qui a un type d'habitat qui ne répond pas aux mêmes nécessités d'intervention, et un type de population aussi, sans doute, qui ne répond pas aux mêmes leviers d'intervention, sans doute, qu'en métropole. C'est pour ça que M. Gibrayel a décidé d'y aller pendant le cadre de sa mission. Voilà. Donc c'est tout à fait qu'effectivement, il y a un type de zone qui concerne l'outre-mer. Il y a aussi l'Île-de-France. L'Île-de-France forme un ensemble tout à fait particulier et qui appelle sans doute une approche assez globale au niveau de l'Île-de-France, ce qui n'interdit pas et ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des approches très locales. Mais il faut sans doute une approche très globale au niveau de l'Île-de-France. On le voit notamment par rapport au DALO. Hein. Et puis, il y a le reste de la métropole, dans lequel on peut quand même identifier certains points durs. Et quand on croise un petit peu les différents indicateurs dont nous disposons, on voit par exemple que Provence-Alpes-Côte d'Azur reste sur bien des chapitres, que ce soit la sécurité, que ce soit l'emploi, toute une série d'indicateurs, reste une région
où on a des zones urbaines sensibles en situation plus difficile. Et on a également le Nord-Pas-de-Calais, peut-être plus sur des indicateurs de paupérisation, d'état de l'habitat, etc. Donc, pour nous, il y a 3 grandes catégories: l'outre-mer, la région Île-de-France, le reste de la métropole. Et dans le reste de la métropole, 2 zones sur lesquelles il faut sans doute faire des focus particuliers, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nord-Pas-de-Calais. Alors, on est un peu étonné peut-être de ne pas voir Rhône-Alpes, qui traditionnellement émergeait dans les zones les plus difficiles. Et on s'aperçoit, et maintenant qu'on a commencé à plonger dans la mission ANRU, qu'il y a eu en réalité de très gros progrès dans cette région Rhône-Alpes, et notamment grâce à une approche d'agglomération sur l'agglomération lyonnaise. Et donc, si on pouvait, c'est peut-être plus difficile, mais transposer sur la région Île-de-France l'approche d'agglomération qu'il y a eu sur la région lyonnaise, on pourrait sans doute en tirer certains résultats. Voilà. Alors, en ce qui concerne aussi l'articulation entre le local et le national, dans la mission de l'Observatoire, il y a bien l'observation tant locale que nationale. Les données statistiques dont nous disposons ne permettent pas toujours de produire de l'observation pertinente à un niveau le plus local. Et puis, nous avons néanmoins observé une très grande hétérogénéité. C'est pourquoi nous sommes engagés, depuis la réforme de l'Observatoire notamment, où nous avons intégré des représentants des réseaux d'observation locaux, vers un travail d'articulation entre l'observation nationale et l'observation régionale et locale. C'est quelque chose à quoi il faudra s'atteler encore plus dans les années qui viennent. Pour M. Piron, donc, nous avons effectivement, il a été attentif sans doute au travail sur les indicateurs que nous avons insérés dans notre rapport de cette année. Le degré de précision, il dépend un petit peu des sources. Nous avons au niveau macro les enquêtes ménages qui nous donnent des données qui nous permettent d'avoir une analyse sur la situation globale. Et pour ce qui est du micro, nous exploitons des fichiers administratifs, d'où l'intérêt que les données administratives soient en phase avec les objectifs des politiques publiques. Alors, en ce qui concerne les politiques, est-ce qu'elles sont plus territoire ou plus population ? Il faut les deux. Et que tout l'art, si on peut dire, de la politique de la ville, c'est en fonction des nécessités, de savoir mettre le curseur entre les deux. De même entre la géographie réglementaire et la géographie contractuelle. Parce que cette géographie qui va bouger tout le temps, est-ce que ça va être gérable ? Donc, qu'est-ce qui est fixe, si on peut dire ? La géographie réglementaire. Pourquoi a-t-on besoin d'une géographie réglementaire ? C'est quand il y a des décisions qui relèvent du domaine de la loi. Quand on a des mesures fiscales, quand on a des mesures d'exonération sociale, vous ne pouvez pas l'établir par une convention entre le gouvernement et les collectivités locales. C'est du domaine du Parlement. Donc, ce qu'il faudrait sans doute, c'est qu'il y ait un noyau dur que le Parlement entérine, où il y ait des aides spécifiques de type fiscal ou social, si toutefois ce type d'aide doit demeurer. Mais pour le reste, effectivement, plus la géographie est contractuelle, mais à condition qu'elle soit vraiment contractuelle, c'est-à-dire qu'il y ait des engagements qui soient tenus tant par les ministères que par les différents niveaux de collectivité, c'est sans doute ce qui permet de mieux s'adapter à l'évolution des choses. Madame Alain a parlé aussi des questions de zonage, alors avec l'interrogation sur la notion d'intégration. Effectivement, la notion d'intégration renvoie plutôt aux populations d'origine immigrée et à leur processus d'intégration dans la société française. À cet égard, il y a une réflexion à avoir sans doute sur l'articulation, là encore, on est dans le population-territoire, entre les politiques d'intégration qui ont été identifiées et ciblées sur les familles primo-arrivantes pendant la première période de 5 ans de leur arrivée, et les politiques
relevant des territoires, politique de la ville, qui ne doit pas négliger le fait que même après 5 ans, les familles issues de première immigration ont certainement encore besoin d'un accompagnement de type intégration. Alors s'y ajoute évidemment la question de l'inclusion sociale, qui concerne tant les familles d'origine immigrée que les familles pauvres qui ont des problèmes sociaux sans avoir les problèmes linguistiques, culturels, etc. Donc il y a bien les deux aspects et à un moment donné, il faut pouvoir articuler les deux. Alors, cette question de zonage renvoie aussi, madame, à la question d'image des quartiers. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet quartier. Alors, il n'est pas tout à fait que je réponds en même temps à madame Dubié de 2 tiers, parce que le tiers de l'écart, il est expliqué simplement par 4 critères. Dans le reste, nous avons l'origine, mais nous avons aussi l'éloignement, les transports, enfin toute une série d'autres facteurs que nous n'avons pas pu mesurer. Mais on sait qu'il y a à l'intérieur de ces 2 tiers un facteur résiduel, sûrement lié à l'origine, et facteur de discrimination. Pour Monsieur Régnier, donc j'ai déjà un petit peu répondu sur les zones les plus difficiles et sur la question de mobilité. En ce qui concerne les moyens, c'était tout l'objet de ce qui a été voulu en matière de mobilisation du droit commun et qui apparaît comme une limite qui s'éloigne toujours au fur et à mesure qu'on s'en approche. Alors, l'orientation qui vous a été annoncée hier par le ministre d'un conventionnement au niveau ministériel, c'est déjà sûrement une première étape. Mais pour que ça marche complètement, il faudrait que ce soit également décliné au niveau local avec l'ensemble des collectivités qui ont des responsabilités. De telle sorte qu'effectivement, tant l'État que les différentes collectivités responsables ne se trouvent pas intervenir soit moins, soit seulement de façon spécifique dans des zones qui ont des problèmes comme les autres et des problèmes en plus. Pour madame Dubié, une question qu'elle a évoquée spécifiquement, celle de l'orientation vers la voie professionnelle. Alors, ça n'est pas tant l'ampleur de l'orientation vers la voie professionnelle qui doit inquiéter, car il est à espérer que la voie professionnelle est une voie d'égale possibilité que la voie générale ou technologique. En revanche, ce qui est plus inquiétant dans les analyses qui sont présentées dans notre rapport, c'est la concentration excessive, tant pour les garçons que pour les filles, sur un nombre de spécialités qui ne correspond pas forcément aux débouchés qui peuvent être attendus. Et c'est plutôt dans les secteurs visés par cette orientation professionnelle, plus que par le fait que c'est une voie professionnelle, qu'il faut attacher notre attention. Alors, quant au resserrement des us, si vous voulez que la combinaison entre la géographie réglementaire et la géographie contractuelle devrait permettre de répondre à votre préoccupation, une concentration sans doute beaucoup plus forte de la géographie réglementaire, mais une possibilité d'adaptation et de souplesse pour la géographie contractuelle. Voilà, Monsieur le Président, les premières réponses. Merci, elles sont déjà conséquentes. J'indique pour votre information que vous avez une concurrence un peu déloyale puisque le groupe socialiste auditionne François Lamy dans le même temps. Voilà, ce qui explique que certains de nos collègues vont lui poser quelques questions sur des sujets un peu identiques. Mais ainsi est l'avis de notre Assemblée. Jean-Claude Mathis pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aborder un sujet que j'ai déjà abordé hier lors de l'audition de Monsieur le ministre de la Ville, François Lamy, et Monsieur le Président Brottes a d'ailleurs, dans son propos introductif, abordé le sujet. Vous avez donc remis votre rapport annuel, comme chacun sait, et vous constatez dans ce rapport que les habitants des quartiers, et notamment les femmes, sont plus touchés par la crise que le reste de la population nationale.
En effet, pour la première fois depuis 5 ans, vous mentionnez que le taux de chômage des femmes en ZUS est plus élevé que celui des hommes et qu'elles sont particulièrement touchées par la précarité et le temps partiel lorsqu'elles ont la possibilité d'avoir un emploi. Alors, à votre avis, que pensez-vous qu'il soit possible de proposer concrètement pour remédier à cet état de fait? Madame Malgorn. Oui, alors concentration du chômage sur les zones urbaines sensibles, oui, c'est ce que nous avons constaté. Toute l'augmentation du chômage sur les agglomérations qui ont des US se concentre sur les US. Plus spécifiquement, et c'est un phénomène récent, sur les femmes. C'est relié aussi avec la mobilité et l'arrivée de populations primo-arrivantes. Les filles qui ont été scolarisées en France réussissent bien, même si elles ont du mal à valoriser. Mais les filles qui arrivent, souvent, n'ont pas le même niveau éducatif. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est dans le constat, sûrement des actions spécifiques en direction des femmes, que ce soit en direction des jeunes femmes en accompagnement de la scolarité, pour s'assurer d'ailleurs qu'elles ne sont pas déscolarisées trop tôt, notamment à 16 ans. Il y a peut-être une action spécifique à avoir à 16 ans, voire un petit peu avant, pour qu'on ne quitte pas l'école comme ça. Et puis des actions vers les femmes qui sont chez elles, qui sont au foyer, et qu'il faudrait aller chercher chez elles, avec des actions spécifiques sans doute. Merci Cléber Mesquida. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, lors de la remise de votre rapport, vous avez fait des constats, les femmes, ça vient d'être évoqué, sur des jeunes, sur l'éducation, vous avez constaté des retards scolaires. Dans d'autres constats, vous avez également confirmé un effet de quartier. Après ces constats énumérés dans le rapport que vous avez rendu, vous avez un regard certain sur ces territoires qui, vous l'avez dit, restent ancrés dans la pauvreté. Alors, selon vous, quelles seraient les actions prioritaires et urgentes pour remédier à cette situation dans les US? Vous avez un regard d'expertise, de constat, mais peut-être vous avez un regard prospectif, même si ça dépasse votre mission. Madame Malgorn. Oui, je pense que c'est aux décideurs politiques de savoir comment doser les différentes actions. Mais en tout état de cause, il faut mener 2 types d'actions. Il ne faut pas exclure l'une par rapport à l'autre. Il faut avoir une action en direction des populations, donc bien analyser les difficultés spécifiques, les difficultés des femmes, les difficultés des jeunes, les difficultés des primo-arrivants, les difficultés des descendants d'immigrés qui en ont encore des problèmes spécifiques. Et puis une autre question est la question des territoires. Et là, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la mixité urbaine? Est-ce qu'on veut faire de la mixité sociale? Par quoi ça se traduit? Si vous décidez de le faire, par quels indicateurs vous nous demanderez de le suivre? Aujourd'hui, on ne le sait pas très bien. On s'interroge, notamment dans l'évaluation de l'ANRU, pour savoir ce que l'on doit mesurer. Quand on parle de mixité sociale, qu'est-ce qu'on veut atteindre exactement? Voilà. Donc, une clarification au niveau des décideurs politiques sur ce que l'on met exactement sous ces concepts, je pense que ça pourrait aider à la bonne complémentarité entre des politiques à destination des populations qu'il faut avoir de toute façon et des politiques en direction des territoires qui sont d'une autre nature, les deux se recoupant. Alain Marc. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Certaines des politiques de la ville relèvent de l'État, on parle de l'éducation, des aides spécifiques, de l'ANRU, etc. Il y en a bien évidemment au niveau du social, la compétence relève des départements. Donc le problème, je vais dire, récurrent qui est posé, la péréquation entre les départements. Alors ça vaut pour les départements qui ont beaucoup de social à faire au niveau des villes, ça vaut aussi en milieu rural, parce qu'on entend beaucoup moins parler de la pauvreté en milieu rural. C'est vrai que les médias ne sont guère présents là. Il y a sans doute moins de délinquance, mais il y a des gens qui ont quelques centaines d'euros par mois et qui vivent sur ces territoires sans trop rien dire. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que cette péréquation soit mise en œuvre. Première chose. Deuxième chose, au niveau de l'ascenseur social et de l'école. On sait que l'école républicaine, depuis 30 ans, l'école républicaine qui devrait l'être, ne remplit plus sa mission et reproduit les inégalités sociales. Vous avez évoqué la précocité nécessaire de l'enseignement. Il y a plus que cela. Il y a la maîtrise de la langue. Et la maîtrise de la langue, elle s'acquiert surtout au milieu et en fin de maternelle.
Que pensez-vous que l'on puisse mettre en œuvre avec les collectivités locales pour élargir les plages horaires de façon à ce que les enfants dont les parents ne parlent pas très bien le français, pour que ces gamins-là puissent acquérir une meilleure maîtrise de la langue et ultérieurement réussir dans leurs études? Merci. Madame Malgorn. Oui, je crois qu'effectivement, la maîtrise de la langue par les enfants et par les parents est quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites, la valise des parents, enfin toute une série d'actions. Nous nous proposons d'ailleurs de les évaluer au fur et à mesure, de telle sorte qu'on puisse en mesurer l'impact et éventuellement généraliser. Mais c'est sûrement, s'il doit y avoir, aux côtés des actions de droit commun, des actions spécifiques en direction des zones urbaines sensibles, c'est sur la maîtrise de la langue pour les enfants le plus jeunes possible et pour les parents de ces enfants, notamment les mères, on y revient. Merci. Lionel Tardy. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais vous interroger non pas sur votre dernier rapport, mais sur le fonctionnement de votre institution. J'aurais plusieurs séries de questions. D'abord, l'aspect financier. Une série suffira peut-être. Hein. Oui, non, des réponses courtes m'iront très bien, Monsieur le Président. D'abord, l'aspect financier. Quel est le budget de l'ONSUS? Estimez-vous avoir les moyens de mener à bien vos missions? Quels moyens supplémentaires vous seraient nécessaires si un besoin se fait sentir? Et si vous aviez des moyens supplémentaires, à quoi les utiliseriez-vous? Question très simple en quelques minutes. L'ONSUS recueille des informations et des données auprès de beaucoup d'organismes très différents. Existe-t-il des réticences à vous les fournir? Êtes-vous obligé d'insister ou au contraire cela se passe-t-il sans souci? C'est une vraie question. Autre élément sur la question des données, rencontrez-vous des déficiences dans les données qui vous sont fournies? Quels sont les points où il faut faire porter l'effort pour améliorer la collecte et le traitement des données par les organismes et les administrations? En juin 2011, un conseil scientifique a été créé. Quel bilan tirez-vous au bout de 18 mois de fonctionnement? La Cour des comptes, tout en saluant le bilan très positif de l'ONSUS dans son rapport de juillet 2012, a tout de même noté qu'à peine la moitié des indicateurs prévus par la loi de 2003 sont effectivement suivis. D'où vient selon vous ce problème? Existe-t-il des indicateurs, j'ai presque fini, existe-t-il des indicateurs qui à l'expérience savent être soit non pertinents, soit trop difficiles à suivre? Faut-il modifier cette liste pour en retirer certains, éventuellement pour en ajouter d'autres? Et enfin, la Cour des comptes a pointé un certain nombre de déficiences dans l'évaluation des politiques de la ville. L'ONSUS fournit actuellement beaucoup d'informations très pertinentes sur les populations des zones urbaines sensibles. Cette expertise ne pourrait-elle pas être mise à profit pour des missions d'évaluation des politiques publiques, notamment celles menées par des collectivités territoriales? Alors, je conviens bien que vous ne pouvez pas répondre à tout maintenant, mais si je peux avoir une réponse écrite ultérieurement, ça m'irait parfaitement. Merci à vous. 30 questions, Madame Malgorn. Oui, donc pas d'organisme spécifique. Hein. Nous disposons de l'équipe du SGCIV, 12 personnes, budget d'études à peu près 800 000 € qui sont consacrés à la gestion de notre cohorte, de notre panel, pour l'essentiel. Hein. Plus que de moyens supplémentaires, ce dont on a besoin, c'est que les données administratives et donc les indicateurs qu'on peut en tirer soient calés sur les objectifs des politiques. C'est au moment où on met en place telle ou telle politique, tel ou tel objectif, qu'on intègre dans le ministère ou dans les collectivités locales le système d'observation et de suivi qui nous permettra ensuite de l'exploiter. Effectivement, nous avons un chapitre entier, retour sur les indicateurs de la loi de 2003, où nous essayons d'expliquer pourquoi nous avons pu suivre certains, pourquoi nous n'avons pas pu suivre d'autres. Et effectivement, faire un peu le tri, ça peut se révéler judicieux, notamment au vu de l'évolution de la politique elle-même. Marc Goy, bienvenue dans notre commission. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, il y a une chose que j'ai pas entendue, mais peut-être que je n'ai pas vue, c'est qu'il y a plus de jeunes dans les zones urbaines sensibles que dans les zones habituelles. Je ne le trouve pas. Le deuxième, vous avez parlé effectivement de la mobilité dans les quartiers. Vous avez raison, mais moi je suis allé plus loin et c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La mobilité, effectivement, est repartie très rapidement. C'est parce que des gens fuient de nouveau ces quartiers. Il serait peut-être intéressant d'avoir un indicateur, savoir quelles sont les raisons de ces départs. Et puis, j'ai trouvé que vous aviez une expression qui me paraissait un peu
hors du temps, dans lesquels, sur l'emploi, vous mettez le niveau plus élevé des études protège les actifs du chômage. Si c'était vrai, ça se saurait au moment où nous dépassons 10% ou dans les zones sensibles, on est un peu plus. Je pense que c'est optimiste parce qu'on voit même dans ces zones des diplômés, enfin des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui ne retrouvent pas. Et puis, le phénomène que vous avez indiqué tout à l'heure, le retrait des femmes du marché est très très net parce qu'effectivement, elles n'arrivent malheureusement pas à trouver. Et je crois que c'est un point qu'il va falloir suivre parce que on a sans doute plus de demandeurs d'emploi potentiels qu'on ne le croit. Merci. Madame Malgorn. Oui, alors, tout à fait d'accord sur protège les diplômés. Par rapport à un discours qui a été un petit peu véhiculé, si vous voulez, ça ne sert à rien d'avoir un diplôme. Et en réalité, quand on regarde, on a quand même une corrélation très nette entre le niveau des diplômes et la capacité d'accès à l'emploi. Donc c'était pour quand même... Peut-être, mais c'est presque une réponse, si vous voulez, dans un débat récurrent. Le diplôme ne sert à rien. Si, le diplôme protège relativement, si vous voulez. Michel Sordi. Merci, Monsieur le Président. Madame, simplement, tout à l'heure, vous répondiez un peu aux zones franches urbaines. Vous savez que je me penche et on s'était déjà rencontrés, je vous en remercie. Et dire que je pense que vous avez raison. C'est vrai que l'animation locale est très importante dans la réussite de cette zone franche urbaine. Néanmoins, on s'aperçoit que les zones franches urbaines ont amené de l'activité dans ces quartiers. L'activité, c'est des déplacements, c'est des échanges, c'est des clients qui viennent. Donc, c'est aussi une autre image du quartier. Petit 2, quel est votre sentiment sur les emplois francs? Et enfin, concernant les programmes en rue, j'ai un mauvais pressentiment, étant concerné aussi par un petit programme dans ma commune. C'est que la première tranche est terminée, on est à la moitié du gué, on a fait la moitié des travaux, ça serait terrible de ne pas continuer. Pensez-vous pas qu'il faudrait terminer ce qui a été commencé? Merci. Madame Malgorn. Oui, mais sur les emplois francs, ils viennent à peine d'être lancés, donc on ne peut pas encore en faire un bilan, c'est trop tôt, on sera amené à le faire. Il y a des diplômés sans emploi, on le disait à l'instant. Hein. Après ça, c'est toujours le même sujet. Comment arrive-t-on à faire la combinaison entre les politiques à destination des populations et celles à destination des territoires? Comment croiser les deux? Quelle va être la capacité de suivi? Parce que s'il n'y a pas de suivi, évidemment, c'est un peu comme les ZFU, si vous voulez. Là où il y a eu une animation locale, là où on a pu accompagner, ça a eu de bons résultats. Et puis là où on a juste attendu que l'exonération produise un éventuel effet, il ne s'est pas passé grand-chose. Mon sentiment, c'est que ça peut être pareil pour les emplois francs. Hein. Beaucoup va dépendre de l'animation et de l'accompagnement. En ce qui concerne l'ANRU, nous sommes en plein dans la mission d'évaluation qui nous a été confiée par le ministre François Lamy. Donc d'ici un mois et demi, nous pourrons dire des choses. Marie-Noëlle Battistel. Madame la Présidente, je souhaiterais revenir sur une partie de votre rapport, même si cela a déjà été évoqué partiellement, qui révèle la situation particulièrement inquiétante des femmes. Les stéréotypes y sont encore extrêmement présents et les femmes subissent davantage les discriminations fondées sur les origines. De même, 17% sont touchés par les discriminations à l'emploi. On l'a dit, la moitié des femmes qui y habitent sont sans emploi, 20% de plus que les hommes. Elles ont des niveaux de responsabilité moindres et se trouvent en situation d'emploi précaire pour la plupart d'entre elles. 21% d'entre elles ont également la charge de familles monoparentales et se retirent du marché du travail. Alors ça a été évoqué très largement, mais concrètement, comment cette situation est portée aujourd'hui dans la concertation en cours et quelles recommandations précises sur des actions concrètes pouvez-vous faire sur cette question qui reste très préoccupante? Merci. Donc, comme vous le dites, la concertation est en cours. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce sujet ne soit pas occulté et que la situation des femmes, spécifiquement, soit prise en compte. C'est pour ça que nous avons fait un chapitre spécialement pour ça. Nous pensons que l'intégration des femmes, notamment issues de l'immigration, peut être un facteur puissant de développement des zones urbaines sensibles. Et c'est ce à quoi, en fait, on invite en filigrane. Dino Cinieri.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, le 16 novembre dernier, votre observatoire a rendu au ministre en charge de la politique de la ville son rapport 2012 basé sur l'observatoire de 751 US. Pauvreté, chômage, discrimination, santé, sécurité, éducation, comme vous le soulignez, les motifs d'inquiétude de nos concitoyens ne manquent pas. Vous pointez à juste titre l'approvissement de la dégradation de nombreuses villes de banlieue où 36% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Le taux de chômage est en augmentation, touchant particulièrement les jeunes à plus de 40% et de plus en plus de seniors. C'est une situation dramatique. Et pour la première fois depuis 5 ans, le taux de chômage des femmes en ZUS est même plus élevé que celui des hommes. Lorsqu'elles travaillent, elles sont particulièrement touchées par la précarité et le temps partiel. Ne pensez-vous pas que les mesures prises par l'actuel gouvernement concernant la fiscalisation des heures supplémentaires et la fiscalité relative aux emplois à domicile ne vont pas pénaliser encore plus les femmes résidant en ZUS qui sont souvent employées par des particuliers? Madame Malgorne, n'hésitez pas. Hein. Non. Dites ce que vous pensez, vous êtes là pour ça. Je dis. Bon, alors, tout d'abord, attention, en ce qui concerne les jeunes, je répète, hein, on dit souvent 40% des jeunes sont au chômage. Attention, c'est 1 jeune sur 7. 40%, c'est le taux de chômage. Mais dans une génération, quand on a moins de 25 ans, eh bien, la plupart des gens sont encore en formation. Hein. Donc, attention, parce que le vrai sujet, bien sûr, c'est les jeunes actifs qui cherchent un emploi, 1 sur 7, mais c'est aussi ceux qui ne sont ni en formation ni en emploi, je le répète, mais c'est extrêmement important. Donc, une des priorités par rapport à ça, c'est sans doute la lutte contre le décrochage, aller chercher que les jeunes qui ne sont nulle part, une action en direction des femmes, une action de terrain pour aller les chercher, pour aller leur proposer des activités qui ne seront peut-être pas tout de suite des activités confrontées au problème des heures supplémentaires ou pas, défiscalisées ou pas. Audrey Linkenheld. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'inscrit un peu dans les précédentes concernant l'emploi et porte plus particulièrement sur les contrats aidés. Vous faites dans votre rapport le constat que les résidents des zones urbaines sensibles qui sont embauchés en l'espèce en contrat unique d'insertion occupent plus souvent que les autres des emplois manuels et par ailleurs sont embauchés plus souvent que les autres dans des secteurs d'activité, disons, moins valorisés, que ce soit dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand. Je pense que ça montre ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est la différence des niveaux de formation, évidemment, entre les filières professionnelles et les filières générales. Ça montre aussi la différence entre les diplômes Bac+2 en ZUS ou hors ZUS. Mais à mon avis, ça montre quand même aussi que les discriminations du marché du travail classique, notamment celles liées à l'effet d'origine, se perpétuent finalement sur les dispositifs qui sont soutenus financièrement par la puissance publique, que sont les contrats aidés. Et ça, personnellement, je trouve que c'est un peu plus scandaleux. Je m'interroge donc sur la manière dont on pourrait sensibiliser les employeurs pour éviter cette discrimination, indépendamment du fait que, encore une fois, les jeunes peuvent être moins formés. Et donc, quelle piste on aurait là-dessus pour faire en sorte qu'on ne perpétue pas, encore une fois, des discriminations avec du soutien financier de l'État? On n'a pas mis en lumière de discrimination à proprement parler que dans l'accès aux contrats aidés. Il y a une différence. Et si discrimination il y a, peut-être que le mot n'est pas adapté, mais ce serait une discrimination positive. Vous avez vu, il y a 2 types de contrats dans le contrat unique d'insertion. Il y a celui qui concerne le secteur marchand et le secteur non marchand. Sur le secteur marchand, il y a une difficulté d'accès des habitants des US. Sur le secteur non marchand, au contraire, là où l'État a le plus de leviers d'intervention, on a un taux d'accès qui est supérieur. Un taux d'accès supérieur. Je me permets de reprendre la parole. Je fais référence à ce qui est écrit dans votre propre rapport, donc j'interprète bien. À l'intérieur même des jeunes, des habitants de ZUS qui sont embauchés en contrat aidé, on voit que ou non marchand. Les deux, marchands ou non marchands, on voit que les métiers qu'ils exercent ne sont pas les mêmes que pour des habitants hors ZUS. Autrement dit, ils font plus souvent du travail de nettoyage, d'entretien des espaces, etc. Et je pense que les chiffres qui sont dans votre rapport ne sont pas seulement corrélés au niveau de formation.
mais qu'on oriente aussi davantage à travers les contrats aidés les habitants vers ces métiers-là, alors que le contrat aidé doit normalement, un peu comme demain les emplois francs, etc., doivent permettre de sortir en particulier ceux qui ont des niveaux de formation et de diplôme de leur situation actuelle. Et ne pas perpétuer une stigmatisation qui... je ne dis pas que la discrimination est volontaire, je dis qu'elle est dans les chiffres. Hein. Attention. Nous, les seules, si vous voulez, les seules corrélations qu'on ait établies, c'est par rapport à des niveaux de formation, à des spécialisations. Ce qu'on a observé, c'est que l'attitude de Pôle emploi, d'envoi vers le secteur non marchand, ça c'est clair, parce qu'il y a une difficulté d'accès au secteur marchand. Est-ce qu'il y a en plus un phénomène de discrimination tel que vous le dites? Disons, nous ne l'avons pas prouvé, mais ça se peut. Ça se peut. Philippe Armentin. Madame la Présidente, j'aimerais connaître la politique de l'ONSUS sur les questions d'open data. Quelles actions sont menées actuellement, soit directement, soit par le biais du portail Etalab, pour mettre les données de l'ONSUS à disposition de tous? Parce qu'il faut être conscient qu'on bascule alors d'un rôle de synthèse et de rédaction de rapports à celui de producteur de données, le travail de synthèse de l'ONSUS pouvant alors être questionné, voire contredit par d'autres. Alors, quel est votre état d'esprit sur la philosophie de l'open data et notamment la libre réutilisation? Est-ce que l'ONSUS compte s'engager résolument dans une politique d'open data avec cette volonté de renforcer le pôle production de données? Et aussi une autre question, pour dynamiser les zones sensibles, envisagez-vous de bonifier les dispositifs de droit commun, notamment en matière d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, de première embauche pour les entreprises implantées en zone franche? Madame Algorn. Donc la deuxième question ne s'adresse pas à moi. En ce qui concerne la disponibilité des données, donc nous avons un site qui est accessible, le système d'information géographique SIG Ville, où les données sont disponibles de la façon la plus large, pour autant qu'elles aient une signification. Pour le reste, quand c'est une donnée qui n'a pas de signification statistique, il appartient à chaque maire, de demander un accès qui lui sera réservé, mais qui voilà. Donc tout ce qui a une significativité statistique est mis à disposition sur le site SIG Ville. Et enfin, Razi Hamadi. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, les rapports de l'ONSUS se suivent et se ressemblent, même si c'est à l'aune à chaque fois d'une actualité différente. Ici, la crise, surtout sur laquelle vous avez voulu un petit peu orienter le rapport. Le 8e rapport ciblait un point particulier que je n'ai pas retrouvé, peut-être suffisamment souligné dans ce 9e rapport, qui était le déficit en production de logements après les opérations de rénovation urbaine. Là où nous étions sur du 1 pour 1, et on se rendait compte qu'on était en fait, dans le cadre de l'évaluation de l'ONSUS, à un déficit de logements et à un nombre de logements inférieur après rénovation urbaine. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de ce point-là, comment vous avez assuré le suivi de ce constat qui, à l'époque, n'avait pas fait grand bruit, mais qui était quand même une remise en cause de l'engagement d'État et de la loi, puisqu'on était sur du 1 pour 1. Et deuxième chose, très importante aussi, je le crois, on a parlé des logiques d'agglomération, je suis d'accord avec ce qui a été dit, les problématiques d'évaluation largement soulignées par notre collègue François Pupponi. Nous avons le débat sur dispositifs exceptionnels et particuliers, droit commun. Je voudrais avoir votre point de vue sur cet élément. Est-ce que finalement l'enjeu, il n'est pas de sortir de ce débat-là et de se dire que le véritable dispositif particulier qu'il faudrait qu'on ait, c'est une articulation particulière du droit commun, justement, que ce soit sur la problématique des transports, d'éducation, de sécurité. Je résumerai ça en une phrase, avec un seul exemple précis pour conclure. Aucune zone de France hors zone urbaine sensible ne serait l'objet d'investissements de plusieurs millions d'euros sans prise en compte d'une logique, par exemple, des infrastructures de transport. Nous avons aujourd'hui en zone urbaine sensible
des millions d'euros qui ont été investis dans le cadre de l'ANRU, sans pour autant que le schéma local des transports soit opposable, coordonné, dans de trop nombreux cas. Et je trouve cela, et je le dis en pesant mes mots, criminel, et pour l'évaluation nécessaire, mais surtout pour les finances publiques, parce qu'on sait que ça revient à verser de l'eau dans le sable. Madame Malgorn, est-ce que c'est vraiment une aberration pour vous? Écoutez, l'esprit du PNRU était justement de ne pas se contenter de programmer des crédits logements d'un côté et d'avoir de l'aménagement urbain de l'autre et d'avoir... bon. Donc, disons que ça constituait plutôt un progrès, la manière dont ça a été mis en œuvre. Est-ce à dire que ça a atteint tous ses objectifs? Sûrement pas. Nous serons amenés, puisque vous l'indiquiez, Monsieur le Président, j'y ai fait également allusion, nous sommes en train de faire un travail évaluatif sur le PNRU. Donc, nous espérons pouvoir apporter des éléments de réponse à la question que vous posez. En ce qui concerne le droit commun, oui, s'il faut sûrement aller dans ce sens-là. Enfin, toutes les observations recoupent mobilisation. Mais tout le monde l'a dit depuis très longtemps. Hein. Simplement, les méthodes de mobilisation ont souvent fait défaut. Et que la notion de contractualisation doit sans doute être réévaluée. C'est-à-dire qu'un contrat, il ne faudrait pas que ce soit simplement des bonnes intentions communes et sûrement sincères affichées par rapport à un territoire, mais qu'on se donne les moyens de suivre, un petit peu comme dans les programmes européens, avec des dégagements d'office, ce que d'ailleurs la LOLF maintenant autorise aussi en termes de gestion des crédits nationaux. Donc une rigueur sans doute plus grande dans la nature et la valeur des engagements contractuels qui sont pris. Écoutez, il me reste à vous remercier pour avoir... sans hésitation, répondu absolument à toutes les questions. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de propositions aussi pour le prochain rapport. Je pense que vous ne manquez pas de matière. Merci, la séance.